j'attends de voir les réactions des autres partis politiques, des autres leaders, et je pense que ce sera sensiblement le même type de réaction, peut-être avec d'autres mots. Moi, l'impression que j'ai par rapport aux 48 dernières heures qu'on a vécues, c'est qu'on se dirige quand même plutôt vers un blocage. Demander aux forces politiques de dire jusqu'à où elles sont prêtes à aller, juste pour insister un peu là-dessus, c'est ce que donc Emmanuel Macron a annoncé ce soir. Les forces politiques, c'est à Emmanuel Macron en fait d'expliquer où il veut aller. C'est à lui de dévoiler des textes. En fait, il veut que les autres dévoilent leurs cartes avant lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avance dans l'inconnu désormais. On avance vers le blocage. Et je vois mal, si vous voulez, les chefs de partis politiques faire eux-mêmes des copies sur des hypothétiques projets de loi que pourrait faire le gouvernement, donc ils n'ont aucune connaissance, en disant voilà, si vous faites ça, nous on est prêt à voter ça, ça et ça. Je pense vraiment que en fait la logique doit être inversée. Ça témoigne d'une chose. C'est qu'Emmanuel Macron n'a plus tellement de levier, si on peut analyser un peu la situation. Et c'est une forme de saut de l'ange. Il tente, parce qu'en fait, il a peu de levier institutionnel, en tout cas pour le moment, pour essayer de continuer de garder l'initiative. Parce qu'en fait, à la fin, ce qu'on retient aussi, c'est qu'il parle de compromis et tout, mais ce sera quand même encore le gouvernement qui sera à l'initiative des textes qui seront examinés à l'Assemblée nationale. Donc on reste quand même dans la mécanique de la Ve République. C'est pour ça que vous savez que tout à l'heure on parlait des logiques de coalition à l'allemande, ou pas forcément à l'allemande, mais la logique de la coalition, c'est que c'est vraiment la coalition qui détermine l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et notre fonctionnement institutionnel ne permet pas ça. C'est encore, vraiment, c'est important de rappeler ça. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Ve République, c'est l'exécutif qui fixe l'agenda, le calendrier à l'Assemblée nationale. Et donc c'est pour ça que moi j'ai énormément de mal à voir une issue politique compte tenu aussi du niveau des précédentes campagnes. C'est-à-dire que le climat politique entre toutes les formations politiques, entre les LR, le Parti Socialiste et la majorité présidentielle, il est extrêmement dur. C'est-à-dire que c'est des gens qui globalement se détestent. Il n'y a aucune culture du compromis en France, en tout cas aujourd'hui. Donc je pense que le petit trou de souris que peut trouver Emmanuel Macron, c'est de se dire voilà, jouer un peu sur le pourrissement de la situation, voir qu'il y a des textes qui sont bloqués, qui ne sont pas votés, attendre et espérer que les Français finissent par se dire bon bah c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Éventuellement, ça pourrait permettre soit Emmanuel Macron de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, soit de forcer sous la pression de l'opinion publique les parlementaires à cette culture du compromis. Vanda Mastor, constitutionnaliste, prof de droit public à Toulouse, Capitole, et Loïc Dragnel évoquait à l'instant les institutions. Ce sont les équilibres institutionnels de la Ve République qui sont mis à l'épreuve ici. Alors on a dit après les législatives, l'Assemblée nationale va cesser d'être une chambre d'enregistrement, on va reparlementariser le régime. Mais si c'est le blocage qui se profile, ça va pas fonctionner? Oui, alors c'est malheureusement cruellement ironique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ces dernières années entendu la classe politique, la classe universitaire et d'autres appeler à la revalorisation du Parlement. Et en fait, il vient de se revaloriser tout seul. Sauf que c'est vrai que tout ce qui vient d'être dit est juste et pessimiste. Donc moi, tout à l'heure, j'ai voulu juste être un peu plus optimiste, mais parce que, peut-être aussi parce que je suis enseignante et que quand j'ai face à moi des jeunes qui vont plus voter, j'ai une sorte d'obligation éthique, si vous voulez, de les enchanter un peu plus avec cette histoire constitutionnelle. Mais il est évident que le problème, c'est notre Ve République. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, et ça a été redit, on peut pas comparer la coalition à l'allemande, où effectivement tout se fait plutôt a priori et pas ex post, parce qu'on a un régime qui est profondément, magnifiquement, quelque part inédit et atypique. Bon, maintenant, la chose assez compliquée, alors la démocratie ratatouille, dit M. Mélenchon, avec le langage fleuri, comme ça vient d'être dit qu'on le connaît, mais si j'ai vraiment la démocratie ratatouille, je pense que je vais l'utiliser avec mes étudiants. Mais bon, il y a 1000 recettes quand même de ratatouille, vous savez, parfois on change un peu, mais ce qui est certain, ce qui me semble certain en fait, et plus je réfléchis au discours qu'on vient d'entendre, plus je suis certaine de ça, c'est qu'en fait Emmanuel Macron a fait son choix. Ça me paraît évident. Quand il dit il y a deux possibilités, coalition, construction texte par texte, ça sera une construction de texte par texte. Évidemment, ce qui est compliqué, on n'a pas encore cité les 89 députés du Rassemblement national, et c'est vrai, tout ce qui vient d'être dit est exact. Il y a une culture du conflit, la détestation, il y a beaucoup de violence aussi dans cet hémicycle, et quelque part, il faut pas être naïf, mais espérer. Bon, le président de la République l'a dit à la fin, l'ultime
l'ultime recours, c'est toujours l'intérêt général. Quand il dit... Ou la dissolution, dans un an. Bon, alors pour moi, ça, c'est quelque chose... Parce qu'à vous écouter, on voit mal comment ça peut tenir 5 ans de cette façon. Hein. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il n'aura pas. Ça a été dit juste avant, les leviers institutionnels, il en avait un peu avant la réforme de 2008, il en a beaucoup moins depuis. Donc une dissolution, là, en ce moment même, ça serait suicidaire. Dans quelques années, pourquoi pas, mais bon, il ne peut pas en faire non plus plusieurs fois au cours d'une même session. Le 49.3, le fameux article 49.3, comme vous le savez, il est d'une utilisation considérablement restreinte depuis la réforme de 2008. Donc en fait, il est totalement bloqué. En fait, c'est très simple, si vous voulez, en une phrase, au niveau institutionnel, constitutionnel, il est bloqué. Il ne lui reste plus que faire preuve de talent politique et rechercher consensus, compromis, acheter des voix, mais comprenez-moi bien, comme on le dit aux États-Unis. C'est-à-dire, voilà, une démocratie des couloirs, une démocratie de ring, une démocratie de bataille, de négociation, pure ou impure d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faudra bien que, par contre, qu'ils mettent des priorités. Quel texte je fais passer en priorité cet été sur le pouvoir d'achat, sur quoi la majorité peut-elle se retrouver? C'est évident qu'à un moment donné, là, il l'a pas fait. Il a fait un petit peu dans son paragraphe sur la clarté, mais il faudra qu'à un moment donné, il parle vraiment du fond et pas seulement de la méthode. Dorian Droy, Fondation Jean Jaurès, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Vanda Mastor? Oui, parce que ça soulève vraiment la question des institutions, en fait, où on a quand même le sentiment aujourd'hui que nos institutions sont en décalage avec les aspirations de nos citoyens, dans la mesure où ça fait 15 ans, par exemple, qu'on promet l'élection à la proportionnelle et qu'elle se fait pas. Les Français ont imposé une proportionnelle. Ça fait 20 ans qu'on admire les démocraties scandinaves pour leur culture du compromis et de la coalition. Les Français ont imposé le compromis et la coalition et ils sont même très heureux de l'avoir fait. Le sondage que vous citiez tout à l'heure, des Labs, montre qu'il y a 71% des électeurs qui sont heureux qu'il n'y ait pas une majorité absolue et qu'il y ait une Assemblée nationale qui soit plus morcelée, mais de notre côté aussi beaucoup plus représentative de la société et de l'état des idées politiques qui traversent l'opinion. Donc il y a un vrai enjeu institutionnel. Je pense d'ailleurs que c'est l'oubli du président de la République tout à l'heure sur les enjeux de démocratie, parce qu'il cite les grandes fractures, les grandes ruptures qui traversent la société. Il ne parle pas de la démocratie. Pourtant, il commence par dire qu'on a vécu une année électorale qui a été surtout ponctuée par les records d'abstention aux différents scrutins et que la seule majorité absolue qui existe aujourd'hui, c'est celle de l'abstention. Donc ça dit quelque chose de nos institutions et la ratatouille, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, les Français l'ont voulu, cette ratatouille, d'avoir une Assemblée nationale qui soit à l'image les Français, moins de la moitié. Oui, en tout cas, les quelques-uns qui veuillent encore, les quelques-uns de plus en plus rares qui veuillent encore se déplacer vers les urnes. Donc il y a cet enjeu institutionnel de voir comment est-ce que notre 5e République peut évoluer, peut continuer d'évoluer. Elle a connu déjà 24 lois de révision constitutionnelle. J'espère que je ne me trompe pas sur le nombre en présence d'une constitutionnaliste. Mais donc la 5e République, elle évolue et elle doit coller aux évolutions de la société et aux aspirations des électeurs. Et donc il y a cet enjeu de créer un débat autour de comment est-ce qu'on fait évoluer nos institutions, nos modalités d'organisation politique et comment est-ce que après le président pourra continuer à présider et pas forcément gouverner, parce que c'est aussi la grande absente de ce discours, c'est la première ministre. C'est qu'est-ce qui se passe pour le gouvernement, et c'est eux qui doivent gouverner. Ce sera à elle ou au prochain premier ou la prochaine première ministre de réussir à compter jusqu'à 289 pour chacun des textes.